À Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, un crime sans cadavre. Le corps d'une femme jamais retrouvée. Le mari sera instantanément accusé, mais finalement, si l'enquête s'était totalement trompée. C'est l'histoire d'un homme qui crie son innocence depuis 2003. Un mari accusé d'avoir tué sa femme. Patrick Chabert aurait étranglé son épouse, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Pour ce crime sans cadavre, Patrick Chabert a été condamné en septembre 2010 à 20 ans de prison. Il a fait appel et après 15 mois d'emprisonnement, il se prépare à un second procès. Il a été condamné en premier ressort à 20 ans de réclusion. Il continue à clamer son innocence. Pour lui, c'est qui tout double. Patrick Chabert bénéficie de soutien de taille dans cette épreuve, celui de sa belle-mère, la mère de la disparue, et celui de sa fille. Je me bats pour l'innocence de mon père, je me bats pour la vérité, pour ma maman. Meurtre parfait ou disparition volontaire, enquête sur la mystérieuse affaire Chabert. L'histoire débute par une absence inhabituelle. Le 11 juin 2003, Nadine Chabert ne se présente pas à son travail. Elle a ce jour-là plusieurs rendez-vous importants et n'a prévenu personne d'un éventuel retard. Les collègues de travail de Nadine Chabert sont préoccupés parce que Nadine Chabert est décrite comme quelqu'un qui est extrêmement ponctuel, très rigoureuse dans son travail et qui a l'habitude de prévenir dès lors qu'elle a un simple retard. Les heures passent, ses collègues inquiets tentent de la joindre à plusieurs reprises, mais elle ne leur répond pas. Ils envoient une de ses collègues de travail qui voit la voiture de Nadine devant la maison fermée, personne. Et donc l'employeur, le directeur de l'agence dans laquelle elle travaille, prend la décision d'alerter la police, le commissariat de police de Martigues. Les policiers de Martigues ont déjà reçu l'appel d'une amie de Nadine Chabert qui n'a plus de nouvelles d'elle depuis la veille. Face à l'inquiétude de cette personne et des collègues de travail de Nadine, les enquêteurs effectuent les vérifications classiques. En premier lieu, ils se tournent vers Patrick, le mari de Nadine. Le mari de Nadine Chabert va expliquer que sa femme est partie à Paris en stage, qu'il l'a déposée à un rond-point de la ville voisine qui est Fos-sur-Mer la veille, et qu'elle est partie avec un collègue à Paris et qu'elle n'a pas du tout disparu. Patrick Chabert n'a plus eu de nouvelles de Nadine depuis la veille, mais il ne montre pas d'inquiétude particulière face au silence de sa femme. Une attitude qui étonne les policiers. C'est ce qui va d'emblée leur sembler assez contradictoire parce qu'on a des collègues de travail qui sont très inquiets, mais un mari et une mère, puisque la mère de Nadine Chabert n'est pas très inquiète non plus, qui eux sont quand même assez sereins. Elle avait dit à Patrick qu'elle partait en stage, puis comme elle nous avait habitués à partir un week-end ou plusieurs jours chez des amis, on ne s'est pas inquiété du tout. Les policiers découvrent alors le mode de vie des Chabert. Si Patrick n'est pas préoccupé par la disparition de Nadine, c'est aussi peut-être parce que depuis 2 ans, une certaine distance s'est installée au sein du couple. C'est un couple en instance de divorce. Lui n'est là que le week-end, ils se voient très peu, ils se téléphonent pratiquement jamais. Et ils vivent malgré tout sous le même toit, mais dans des chambres séparées. Ce qui fait que il n'a pas à s'intéresser aux affaires de sa femme. Elle lui dit « je pars en stage », il n'est pas dans la situation d'exiger des comptes. Ces circonstances pourraient expliquer le détachement de Patrick Chabert. Mais les policiers veulent l'entendre sur son emploi du temps du 10 juin, car ce jour-là, il ne travaillait pas. Il a déjeuné avec sa femme et sa fille avant de se rendre à un enterrement. 3 jours auparavant, sa grand-mère maternelle est décédée. Et donc, il explique aux enquêteurs qu'il doit aller aux obsèques de sa grand-mère maternelle parce qu'il doit porter le cercueil.
À peu près à 1h, ma mère est rentrée du travail. Au bout de 5 minutes, on s'est de suite mis à table. On a mangé tous les trois, tout se passait bien. La seule chose que je ressentais, c'était la tristesse de mon père par rapport à la perte de sa grand-mère. La cérémonie a lieu à 14h. Lui, il ne peut pas être aux obsèques à 14h parce qu'il dépose sa femme à ce fameux rond-point à 14h15. Il lui reste ensuite un trajet à faire entre Fos-sur-Mer et Arles, où se passent les obsèques. Il y arrivera vers 14h45, à temps pour la cérémonie d'inhumation. Il portera le cercueil, il sera au milieu de sa famille. Patrick Chabert arrive en retard aux obsèques, mais ses proches ne remarquent rien de suspect dans son comportement. Les investigations se poursuivent. Les enquêteurs se rendent au domicile du couple afin de rechercher des éléments sur Nadine. Des éléments qui pourraient expliquer sa disparition. Au cours de ces recherches, ils découvrent une curieuse mallette. Il y a dedans des écrits qui sont jugés un petit peu ésotériques et qui vont en effet accréditer le fait que peut-être que Nadine avait certaines activités spirituelles. Ces écrits interrogent les enquêteurs qui se demandent si Nadine Chabert ne serait pas partie de son plein gré. Ils entendent Hélène Pérez, la mère de la disparue. Ces déclarations vont conforter les policiers vers cette piste. La mère de Nadine Chabert, Hélène Pérez, va en plus expliquer aux enquêteurs que Nadine, depuis quelque temps, était beaucoup plus distante de la famille, qu'elle la voyait moins souvent, qu'elle s'occupait moins de la maison, moins de sa fille, et puis qu'elle faisait vraisemblablement partie d'un groupe spirituel, d'un groupe de parole, qu'elle avait des activités un peu ésotériques. Et Hélène Pérez va en effet mentionner ça tout de suite aux policiers. À ce stade des investigations, les enquêteurs s'orientent vers l'hypothèse d'un départ volontaire, peut-être dans un mouvement sectaire. Il y a des éléments qui vont tout de suite venir infirmer cette hypothèse, notamment le fait que personne n'a touché les comptes de Nadine et qu'il n'y a aucun retrait d'argent sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, difficile d'imaginer que Nadine Chabert a fui sans argent et sans moyens de communication. La piste est finalement abandonnée. Si Nadine Chabert n'est pas partie volontairement, que lui est-il arrivé le 10 juin 2003 ? Pour le découvrir, les enquêteurs décident de s'intéresser un peu plus au couple formé par Patrick et Nadine Chabert, un couple en plein divorce. Au cours de leurs investigations, les policiers découvrent qu'au moment où Nadine Chabert disparaît, le couple va très mal. Un couple qui a pourtant connu ses moments de bonheur. Patrick et Nadine sont mariés depuis 13 ans et avec leur fille unique, Émilie, ils mènent une vie ordinaire. La famille habite à Fos-sur-Mer, sur le terrain de Nadine, tout près de la maison de sa mère. Professionnellement, la réussite est totale. Patrick Chabert a même sa propre entreprise de plomberie. Il y a une véritable harmonie dans leur couple. Tout se passe très bien, notamment avec leur fille unique Émilie. Et puis, les choses vont devenir un petit peu plus difficiles au début des années 2000, où le couple va être un petit peu plus fragilisé. En 1998, la société de Patrick Chabert fait faillite. Le couple se retrouve alors confronté à des problèmes financiers. Malheureusement, la société a dû fermer. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été très très difficile pour eux. Très très difficile parce qu'étant gérants, du coup, ils perdaient leur emploi. Et ils n'avaient rien comme ressources. Patrick et Nadine sont ruinés. Patrick Chabert a emprunté beaucoup d'argent pour faire tourner son entreprise. Confronté à cet échec, le père de famille accuse le coup. Il devenait dépressif, il n'était pas sympa, il était verbalement, parce qu'il n'a jamais levé la main sur Nadine, mais verbalement, il agressait, il était vraiment mal dans sa peau. Pour éponger les dettes, Nadine Chabert doit abandonner sa vie de mère au foyer.
Elle devient conseillère emploi dans une petite société de réinsertion. Patrick, lui, reprend son travail de conducteur de travaux. Ils passent la semaine sur les routes. Patrick et Nadine s'éloignent. Entre eux, c'est le début de la rupture. À partir du moment où Nadine Chabert commence à travailler, elle prend son indépendance, ce qu'elle n'avait absolument pas jusqu'à présent. Elle rencontre des amis qui sont ses amis à elle et pas les amis du couple. Elle sort, elle va au théâtre, elle va au concert. Et parallèlement, elle passe moins de temps avec sa famille, avec la famille de Patrick Chabert. Elle passe moins de temps à la maison. Et ça va perturber l'équilibre du couple qui avait été instauré depuis le mariage, où Patrick Chabert travaillait. Nadine Chabert s'occupait de la maison, de la famille et de leur fille. Et ça, c'est complètement bousculé par le fait que Nadine a repris un travail. Nadine Chabert semble avoir trouvé un nouvel équilibre sans son mari. Après plusieurs mois de réflexion, elle prend la décision de mettre un terme à leur mariage. Un jour, Nadine, elle me l'a dit, elle m'a dit, écoute, j'ai demandé le divorce à Patrick parce que je peux plus supporter, j'en ai marre, je veux vivre avec ma fille et sans lui. Nadine Chabert contacte un avocat. La procédure de divorce est lancée fin 2002. Comme elle est à l'initiative de la démarche, Nadine craint la réaction de son mari. Lorsque Nadine a appris à Patrick qu'elle voulait divorcer, Patrick lui a dit non, je ne veux pas perdre ni ma maison, ni ma fille, ni ma femme. Et Nadine lui avait répondu, ta maison tu l'as perdue parce qu'elle est à moi, elle est à mon nom. Ta fille tu ne la perdras pas parce que quand dans un divorce on ne perd pas nos enfants. Et ta femme tu l'as perdue depuis longtemps. Si Patrick Chabert a du mal à digérer la nouvelle, au fil des mois, il semble se résoudre à la séparation. Une fois que le divorce avait été annoncé et au fur et à mesure que le temps avançait, je pense qu'ils s'étaient mis dans l'idée chacun l'un l'autre et il y avait beaucoup moins de tension. Ils en arrivaient même à replaisanter ensemble, donc effectivement sur la fin ça allait beaucoup mieux. Le couple est finalement parvenu à se mettre d'accord sur les modalités de séparation. La procédure suit son cours. Ils ont même rendez-vous à Aix-en-Provence devant le juge pour confirmer leur décision. Nadine Chabert est impatiente. Elle a averti tous ses amis de la date et de l'heure de cette audience de conciliation. Un rendez-vous fixé au 10 juin 2003, le jour de la disparition de Nadine. Tous s'accordent à dire que cette fameuse journée du 10 juin serait une date historique puisqu'elle avait rendez-vous à 15h devant le juge aux affaires familiales et que cette échéance serait pour elle une nouvelle vie, le départ, un renouveau. Le 11 juin, lorsque ses collègues ne la voient pas arriver au bureau, il panique. Nadine n'a pas pour habitude de s'absenter et surtout, elle leur a fait des confidences troublantes. Ces confidences, rapportées aux policiers, vont faire basculer l'enquête. Nadine Chabert s'est ouverte auprès d'un certain nombre de ses collègues féminines des difficultés qu'elle rencontre avec son mari, qu'elle dépeint comme violent, manipulateur. Elle leur dit si d'aventure je suis absente de manière inexpliquée, il faudra s'intéresser à mon mari. Les révélations des collègues de Nadine sont accablantes et suscitent l'attention des enquêteurs. Ce qui intrigue par-dessus tout les policiers, c'est que Patrick Chabert leur a caché l'existence du rendez-vous devant le juge. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent que Nadine devait partir en stage le 11 juin et non le 10, comme l'a initialement déclaré son mari. Ce stage, il n'y a que Patrick Chabert qui indique qu'il a lieu le 11, que son épouse a pris le train le 10 pour y aller, parce que tout le monde à son bureau savait très bien que le stage avait lieu les 12 et 13 et que le départ était prévu l'après-midi du 11. D'ailleurs, Nadine avait un rendez-vous le soir du 10 juin. Elle devait rejoindre son ami Manuel au théâtre à Martigues. Manuel l'a attendue, mais Nadine ne s'est jamais manifestée. Le fait que Nadine ne prévienne pas de son absence au théâtre va vraiment inquiéter Manuel qui va essayer de l'appeler à de nombreuses reprises sur son portable le soir du 10 juin. Et il ne l'aura jamais.
Selon ses amis, Nadine ne serait pas partie en stage sans les avertir. Les enquêteurs découvrent que la mère de famille n'a pas participé à ce stage à Paris. Personne ne l'a vue depuis que son mari dit l'avoir déposée au rond-point le 10 juin à 14h15. Or, aucun témoignage ne peut confirmer sa déclaration. Patrick Chabert va à nouveau être entendu par la police. Mais cette fois-ci, il est placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il n'a pas dit toute la vérité. Un mois et demi après la disparition de son épouse, Patrick Chabert est placé en garde à vue au commissariat de Martigues. Les policiers veulent des explications. Ils veulent savoir pourquoi Patrick Chabert ne leur a pas parlé du rendez-vous chez le juge. Patrick Chabert ne parle pas de la date du 10 juin aux enquêteurs pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a toujours indiqué qu'il ignorait cette date du 10 juin comme étant celle du rendez-vous devant le juge. Les enquêteurs ont du mal à croire que Patrick Chabert ne connaissait pas cette date. Un courrier a été envoyé au domicile du couple pour les avertir. Et puis ils se demandent comment Patrick Chabert aurait pu ignorer la date de son propre divorce. Ça va commencer à instaurer un énorme doute parce qu'il se trouve en face d'un mari qui est en instance de divorce, qui dit qu'il n'est pas au courant de la date du divorce, que lui, de toute façon, devait aller à l'enterrement de sa grand-mère et qu'il ne savait absolument pas que ce jour-là, il devait divorcer. Les policiers lui font répéter une nouvelle fois son emploi du temps. Patrick Chabert dit avoir passé la matinée chez lui. Il a ensuite déjeuné en compagnie de sa femme et de sa fille, puis il est parti en voiture avec Nadine. Il explique tout d'abord qu'il a dû déposer sa femme à un rond-point à Fos-sur-Mer pour qu'elle soit récupérée par un collègue et pour qu'ensemble ils puissent partir en stage à Paris. Il dit qu'il est allé ensuite à Arles pour l'enterrement de sa grand-mère à laquelle il était très attaché. Ensuite, il dit qu'il est allé à un cours d'équitation d'Émilie pour lui faire coucou et qu'ensuite il est rentré à la maison où il a passé la soirée. Grâce au relevé téléphonique de Patrick Chabert, les enquêteurs peuvent vérifier ses déclarations et contrôler chacun de ses déplacements. Très rapidement, les policiers se rendent compte qu'il ment. Patrick Chabert n'a pas passé la nuit chez lui entre le 10 et le 11 juin. Les policiers savent, notamment via la carte bancaire de Patrick Chabert, qu'il est allé à Toulon le soir même et qu'il n'a pas dormi à Fos-sur-Mer chez eux. Patrick Chabert déclare avoir voulu rencontrer l'un de ses fournisseurs le lendemain matin dans un hôtel. Les enquêteurs suivent alors le trajet de Patrick Chabert à la minute près. Ce soir-là, il réserve depuis son domicile une chambre d'hôtel à la Valette du Var, près de Toulon. Il est 23h01. Puis il part tout de suite de chez lui. Il prend l'autoroute et 50 minutes plus tard, franchit un premier péage à Aubagne. Mais après, les policiers perdent sa trace. Ensuite, on ne trouve plus aucune trace de l'utilisation de sa carte de péage, comme s'il avait payé avec autre chose ou s'il avait pris une autre route. Et on le retrouve plus de 2 heures plus tard à l'hôtel de la Valette. Patrick Chabert arrive finalement à son hôtel à 2h33 du matin. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est le temps qu'il a mis pour parcourir les 60 km jusqu'à l'établissement. Ce soir-là, il n'y avait pourtant pas de travaux sur la route, ni accident qui aurait pu ralentir sa progression. En reconstituant intégralement le trajet, les enquêteurs vont mettre grosso modo 1h30 et vont s'apercevoir que Patrick Chabert a mis près de 3 heures pour faire exactement le même trajet qu'eux. Donc 3h30 même. Donc il y a dans son emploi du temps, de cette nuit-là, il y a un trou de 2 heures. Les policiers veulent savoir ce qu'il a fait pendant ce laps de temps, en pleine nuit, entre son domicile et Toulon. Ils insistent, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 heures?
Et là, les inspecteurs de la PJ insistent, mais vraiment, quoi. Ils le mettent en face de cette réalité incontournable. Et pendant un moment, Patrick Chabert, on se demande s'il n'est pas sur le point de flancher. Et lui qui arrive toujours à tout expliquer, il leur dit « je ne sais pas, je vais en prendre pour 30 ans ». Et puis il réfléchit, il leur dit « ah mais non, j'ai oublié mon ordinateur ». Patrick Chabert affirme donc être sorti de l'autoroute pour aller récupérer son ordinateur chez lui, à Fos-sur-Mer. Puis sur le trajet, il l'aurait finalement retrouvé en passant la main sur la banquette arrière de sa voiture. Il aurait donc fait demi-tour et repris le chemin de l'hôtel. Cet aller-retour explique, selon lui, les 2 heures de trop sur son temps de parcours. Mais les enquêteurs en doutent. Ils pensent que ce temps-là aurait pu lui permettre de se débarrasser du corps de sa femme. Ses fonctions d'ingénieur béton et le fait que pendant ces 2 années-là, il se soit exclusivement consacré au chantier de construction de la prison de la Farlède vont amener le juge d'instruction, peut-être, certains enquêteurs, à soupçonner que Patrick Chabert aurait pu profiter de sa connaissance de ce chantier pour couler le corps de son épouse dans le béton frais des fondations de la prison et le faire ainsi disparaître à jamais. Mais ça n'a pas pu être vérifié. Faute d'éléments suffisants, Patrick Chabert ressort libre de sa garde à vue. Mais les investigations se poursuivent, notamment pour rechercher des éléments matériels, les traces d'un éventuel crime. À l'issue de sa garde à vue, Patrick Chabert va ressortir libre, ce qui n'empêche pas les policiers de continuer à travailler et notamment d'examiner la voiture de service de Patrick Chabert, sa voiture professionnelle. Et dedans, ils vont découvrir ce qui va forcément les interroger. Ils vont découvrir dans le coffre de la voiture de Patrick Chabert, dont Nadine Chabert ne se servait pas, des cheveux de Nadine Chabert, dont le profil correspond à celui de Nadine Chabert. Ces cheveux sont placés sous scellés et analysés. Un ADN mitochondrial est mis en évidence. Cela signifie que ces cheveux peuvent tout à fait appartenir à Nadine Chabert, mais ils peuvent tout aussi bien être ceux de sa mère, Hélène Pérez. Pour les policiers en tout cas, cette découverte renforce leurs soupçons. Le corps de la mère de famille a pu être transporté dans le coffre de la voiture avant que Patrick Chabert ne s'en débarrasse dans la nuit. Un crime a donc peut-être été commis dans la propriété du couple le 10 juin, juste après le déjeuner. Le domicile est donc passé au crible par les experts, mais les examens ne révèlent aucune trace de sang. Pour les enquêteurs, cette absence de traces n'innocente pas pour autant Patrick Chabert. Il aurait très bien pu étrangler sa femme. Patrick Chabert reste le suspect numéro 1, car selon les policiers, il avait un mobile. L'hypothèse des policiers est que Patrick Chabert redoutait par-dessus tout cette audience de conciliation devant le juge des affaires familiales. Lui, le divorce, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas parce que il était bien avec son épouse, il jouissait d'un certain confort de vie dans une grande propriété à Fos-sur-Mer. La maison appartenait à son épouse, il aurait été obligé de partir. Enfin, et puis surtout, il y avait sa fille de 11 ans, leur fille de 11 ans, dont il n'avait pas du tout envie de se séparer, quand bien même on lui aurait accordé la garde alternée. Et donc c'est ce motif-là qui aurait, selon les policiers, poussé Patrick Chabert à tuer son épouse. Patrick Chabert serait donc l'auteur du crime parfait. Il est mis en examen pour assassinat, placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'être jugé. Il continue à travailler et vit à Fos-sur-Mer avec sa fille, Émilie. Son procès s'ouvre 7 ans après la disparition de sa femme. Le 22 septembre 2010, il se présente libre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Il est libre et confiant.
On ne comprend pas ce qui se passe là, parce qu'aucune enquête a été faite pour la rechercher. Ça a été simplement sur des ronds-dires et on m'a chargé complètement chargé et la police n'a fait que ça. Pour sa défense, Patrick Chabert peut compter sur le soutien de sa fille Émilie, convaincue qu'il est totalement étranger à la disparition de sa mère. Mon père, il n'est pas capable de faire une chose pareille. Et il n'y a aucune preuve, il y a tout qui démontre qu'il est innocent. Et je ne doute pas de son innocence, ça c'est sûr. Mais durant le procès, Patrick Chabert va être mis en difficulté, notamment lorsqu'il est question de préciser son emploi du temps le soir du 10 juin. Dans le box, lorsqu'il doit justifier les 2 heures de trop sur son temps de parcours, il perd patience et fait un lapsus désastreux. Il va dire au président qui l'interroge, on sort de l'autoroute à Aubagne. Et ça va marquer les esprits parce que Patrick Chabert, qui n'a cessé de répéter qu'il était seul dans la voiture, dit on a presque l'impression qu'il se vend puisqu'il dit qu'il sorte de la voiture. Donc tout le monde va se demander s'il est seul dans la voiture, s'il y a 2 personnes ou s'il y a Patrick Chabert et un cadavre dans la voiture. Après 3 jours de débat, le verdict tombe implacable. Patrick Chabert est reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il est condamné à 20 ans de prison. Il passe sa première nuit à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Sa fille crie à l'injustice. Émilie Chabert va être totalement effondrée à l'issue du premier procès qui a vu la condamnation de son père et la condamnation à la peine de 20 années de prison. Ça a été un véritable cataclysme pour Émilie. Anéantie, Émilie va se plonger dans le dossier. Elle veut démontrer l'innocence de son père et tenter de découvrir, 8 ans après, ce qui a pu arriver à sa mère. Émilie Chabert ne supporte pas de voir son père en prison. La jeune femme est déterminée à tout tenter pour le faire innocenter. Patrick Chabert a fait appel de sa condamnation et dans l'attente d'un nouveau procès, sa fille va faire des recherches dans les affaires de ses parents. Émilie espère découvrir enfin la vérité sur la disparition de sa mère. J'ai fouillé dans toute la maison, je suis allée dans le garage récupérer tous les cartons où il y avait des vieux papiers autant de mon père que de ma mère. J'ai retrouvé des écrits de ma maman que j'arrive pas à accepter encore à l'heure actuelle. Des choses noires, des appels, des communications avec des esprits ou des choses complètement irréalistes. Ces écrits sont aussitôt transmis à la justice. Ils vont être évoqués lors du procès en appel de Patrick Chabert. Ces nouvelles pièces pourraient semer le doute. Aux yeux des avocats, ces écrits laissent présager du pire quant au sort de Nadine Chabert. Je m'inquiète beaucoup parce que si la police avait vraiment fait une perquisition dès le début, elle serait tombée sur ces écrits et sûrement l'enquête elle aurait pris une autre tournure et on n'en serait pas là aujourd'hui. Au début de l'enquête, l'hypothèse d'un départ volontaire a rapidement été écartée. Or, ses proches n'ont cessé de dire que Nadine Chabert avait un comportement étrange et qu'elle aurait pu partir de son plein gré. J'ai vu ma fille qui a changé petit à petit, qui s'éloignait de nous. Moi, psychologiquement, j'ai l'impression c'était la vérité. Elle s'éloignait de son mari, elle s'éloignait de moi. Elle s'occupait de moins en moins de sa fille. Et ça m'inquiétait beaucoup. À l'ouverture de son procès en appel devant la cour d'assises du Var à Draguignan, Patrick Chabert a passé 15 mois en détention. Pendant ce temps, il a travaillé sa défense et se montre plus combatif. Il n'a qu'un objectif, être enfin innocenté. Les avocats de la partie civile et de la défense entendent bien démontrer que toutes les pistes n'ont pas été étudiées à l'époque,
que tout n'a pas été fait pour résoudre le mystère de la disparition de Nadine Chabert. Devant la cour d'assises du Var, l'enjeu est tout différent. Il a été condamné en premier ressort à 20 ans de réclusion. Il continue à clamer son innocence. Pour lui, c'est qui tout double. Patrick Chabert peut aussi bien être acquitté qu'écoper d'une peine beaucoup plus lourde. Il joue gros. Dès le début du procès, Patrick Chabert doit apporter des explications à la cour, car une expertise menée sur le disque dur de son ordinateur révèle qu'il a effectué de curieuses recherches peu après la disparition de son épouse. On s'aperçoit que 10 jours après la disparition de Nadine Chabert, Patrick Chabert va faire une recherche sur Internet en utilisant les mots-clés cadavre, décomposition, et pas du tout comme aurait pu le faire un mari inquiet, disparition ou secte. Patrick Chabert explique qu'il a eu peur que des gens aient caché le corps de sa femme autour de la maison. Il aurait donc fait le tour de la propriété avec son chien pour chercher un hypothétique cadavre. Patrick Chabert va également être interrogé sur le trou de 2 heures dans son emploi du temps, le soir du 10 juin. Ce temps durant lequel, selon la version des policiers, il se serait débarrassé du corps. Dans le box, il va s'énerver. On sent bien qu'il est un peu fatigué de répéter toujours la même chose et de devoir se justifier sur tout un tas de choses. On lui demande comment ça se fait que vous ne vous souveniez pas de ceci, vous ne vous souvenez pas de cela. Pourtant, la journée du 10 juin, c'est quand même une journée importante. C'est la journée de la disparition de votre épouse et même la journée des obsèques de votre grand-mère. C'est quelque chose une journée particulière pour vous. Énervé, il va dire pour moi, le 10 juin, c'était le jour de l'enterrement. C'était surtout pour moi le jour de l'enterrement de mon épouse. Lapsus terrible qui claque comme un coup de fouet dans l'enceinte de la cour d'assises et qui peut vraiment lui coûter cher. Un nouveau lapsus. Lors du premier procès, cette maladresse avait scellé son sort. Mais cette fois-ci, la défense de Patrick Chabert entend bien démontrer les lacunes de l'enquête menée à l'époque. Et à la barre, les policiers sont incapables de faire état de preuves irréfutables. Un policier qui a conduit l'enquête n'a pas été en mesure de venir dire où, quand, comment, pourquoi Patrick Chabert aurait tué sa femme. Les amis de Nadine Chabert se présentent à la barre. Là aussi, leurs déclarations sont mises en doute. Aucun d'eux ne connaît Patrick Chabert. Personne ne l'a jamais rencontré au travail de Nadine. Tout ce qu'ils savent de Patrick Chabert, c'est ce que Nadine leur en a dit. Le portrait qu'elle leur en a fait. D'un homme manipulateur qui lui faisait peur et qui pouvait être violent et auquel il fallait s'intéresser très vivement si elle disparaissait de manière inexpliquée. Ils ne font que répéter ça. Cet homme dans le box aurait donc été accusé à tort pendant toutes ces années. Les jurés sont-ils face à un innocent? Pour défendre cette hypothèse, Patrick Chabert bénéficie d'un soutien de taille, celui de sa fille. À la barre, Émilie Chabert va longuement évoquer sa vie de famille avec ses parents et livrer sa conviction, son père est innocent. Privée de sa mère depuis 8 ans, elle implore la cour et les jurés de ne pas lui enlever son père. Plusieurs jurés, bouleversés, l'écoutent en larmes. Je me bats pour l'innocence de mon père, je me bats pour la vérité, pour ma maman. Et je me suis sentie trahie par la justice de mon pays. Je n'ai pas compris pourquoi la justice a pu condamner un homme innocent, sans aucune preuve, sans corps. Il n'y a aucune preuve, c'est impossible. Moi, j'étais là ce jour-là, j'étais là le 10 juin, j'étais avec mes parents. C'est impossible qu'en 5 minutes, il aurait pu tuer ma mère en sachant que dans ces 5 minutes, je suis revenue à la maison. Et ça fait 8 ans qu'on essaye de me faire croire qu'il y a eu un crime ici. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Comme lors du premier procès, Hélène Pérez va appuyer la déclaration de sa petite fille et confier à la cour sa certitude. J'ai toujours dit que Patrick n'avait pas tué ma fille, je le dirai. Tant que j'aurai ma mémoire fiable, je le dirai toujours.
Patrick Chabert est acquitté. Il est définitivement innocenté du meurtre de sa femme. On a toute la vie pour la mettre. Je suis heureux parce que je suis un homme innocent. Maintenant, je vais me battre pour retrouver mon épouse. Ça fait 8 ans que mon épouse a disparu et que rien n'a été fait. La mère de ma fille, on n'a rien fait. Par contre, on s'est acharné sur moi. Et maintenant, j'aurais peut-être besoin de vous pour nous aider à la retrouver. Je suis la plus heureuse du monde et je suis vraiment contente que la justice ait reconnu l'innocence de mon père. Et maintenant, je la supplie qu'elle nous aide à savoir la vérité. Le combat n'est pas fini. On n'a plus l'épée de Damoclès sur la tête, mais le combat n'est pas fini. Car après ce second procès, la disparition de Nadine Chabert reste une énigme. On ne saura peut-être jamais ce qu'elle est devenue. Ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir ce qui est arrivé à ma fille. Moi, c'est ce que je veux savoir, c'est la vérité. Et j'espère qu'avec les avocats, on arrivera un jour peut-être à savoir à dénouer certains fils qui n'ont pas été dénoués en 2003. Ça, je l'espère de tout mon cœur. Pour connaître la vérité, la famille de Nadine va saisir à nouveau la justice. De nouvelles investigations pourraient ainsi être menées pour découvrir, 10 ans après sa disparition, ce qui est arrivé à Nadine Chabert.